Bienvenue dans cette 11e session du Bootcamp Delphi. Nous allons donc parler toujours de programmation avec Delphi et de bases de données en VCL pour les 2 heures qui viennent. Donc présentation habituelle, je n'y reviens pas. Si vous n'avez pas le temps de lire ce que j'ai à l'écran, vous aurez les PDF en téléchargement et évidemment vous pouvez aussi regarder ce que j'ai dit sur la session 1 par rapport à tout ça. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur les rediffusions sur vassure.fr/Delphi Bootcamp, comme c'est affiché à l'écran actuellement, et comme vous l'avez reçu normalement dans la partie chat de la fenêtre sur laquelle vous êtes, pour consulter la conférence et puis avoir les liens et le programme du jour. Si vous avez des questions, posez-les-moi par là, et si vous êtes sur un écran, enfin, quel que soit votre écran en fait, hein, passez plutôt en plein écran pour la vidéo, ça vous permettra de voir du mieux possible tout ce que je fais de mon côté. Alors, je passe là-dessus. Pareil, hein, les liens sont ajoutés depuis une semaine maintenant. J'ai pas modifié grand-chose dedans, donc allez jeter un coup d'œil. Ici, ah si, j'ai juste rajouté quand même le lien vers Kenny NL, qui est un studio de graphistes pour jeux vidéo. Et j'ai mis le lien parce qu'en fait, ils fournissent un certain nombre de dessins pour des interfaces utilisateurs comme des jeux vidéo d'une manière générale, de façon gratuite ou évidemment de façon payante. C'est l'un des gros fournisseurs de jeux pour les game jams, donc à savoir les concours de création, enfin les concours, les sessions sur un week-end de création de jeux vidéo, et vous trouverez dessus certains boutons d'interface que j'ai utilisés sur les exemples que je vous ai fournis la semaine dernière, en remplacement des boutons un peu foireux que j'avais sur mon ordinateur. Donc si vous allez regarder les programmes précédents, vous aurez les icônes qui viennent de chez eux. Donc c'était normal que je fasse un lien par rapport à leur site internet. Voilà, pour le reste, pas de modification. Ok, donc je vais revenir rapidement sur les précédents. Donc on a vu il y a 2 semaines tout ce qui était Delphi, IDE et fonctionnement global de l'environnement. La semaine dernière, on est passé sur la partie VCL et base de données. On a vu pas mal de Pascal, donc on va y revenir pour aujourd'hui et demain. Et la semaine prochaine, on devrait attaquer par FireMonkey, je pense, mardi ou mercredi. Enfin, probablement plus mercredi pour la partie multiplateforme. Donc ça, hop, voilà. Et donc vendredi dernier, nous avions fait du codage. Donc les 2 exemples dont je viens de parler, sur lesquels les sources que vous avez sur GitHub et les exécutables que je vous ai fournis en lien possèdent des boutons qui sont un peu plus graphiques que ceux que j'avais de mon côté. Et hier, nous avons vu du maître détail et fini. Continuer à travailler sur la gestion de bibliothèques ou de livres que j'avais commencé mercredi dernier. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, techniques ou plus courantes? Apparemment, non. Alors, si. Alors, quelle organisation de table adopteriez-vous, par exemple, pour une gestion bancaire simple, une table compte et une seule table détail? Sachant qu'il peut y avoir plusieurs comptes, et que le nombre dépend de l'utilisateur. Je ferai ça en 3 niveaux. Une table avec les comptes, enfin non, en fait, 2 niveaux. Une table avec les comptes et puis une table avec les écritures qui seraient rattachées aux comptes. Donc dans la table avec les comptes, il y aurait les différents comptes créés par l'utilisateur ou nécessaires par rapport au logiciel que vous voulez. Et puis dans la table des lignes, tout simplement les écritures correspondant à chaque compte, donc les entrées et les sorties de chaque. Ce serait tout bête. Et pareil, si vous avez plusieurs utilisateurs, en fait, ça peut être une table utilisateur et ensuite dedans, enfin, en dessous, vous avez une table compte avec un lien vers les utilisateurs et au final les écritures de chaque compte de chaque utilisateur sur la troisième. Après, la conception de base de données n'est pas hyper compliquée quand on a une idée de ce qu'on veut faire. Le tout, c'est d'écrire sur papier ce qu'on veut stocker comme information et puis ensuite on regroupe les éléments communs sur un niveau supérieur et on arrive à redescendre comme ça sur plusieurs niveaux ou sur un seul suivant ce qu'on veut faire, sachant que l'objectif d'une base, c'est d'éviter la redondance. Donc si vous avez des informations qui sont communes à plusieurs lignes d'enregistrement, enfin, plusieurs lignes d'une table, débrouillez-vous pour éviter de les mettre à jour toutes quand vous faites une mise à jour dessus, pour qu'elles soient au-dessus. Donc vous faites une table intermédiaire dans laquelle vous avez les informations communes, et puis ensuite vous redescendez au niveau des lignes.
c'est le schéma global, hein. Après, il y a du cas par cas, mais généralement, ça passe assez bien comme ça. Pour éviter de manipuler des noms trop longs du style datamodule 1.tableconfig.filebyname sans créer de variable, peut-on utiliser une constante ou une directive pour le compilateur de Delphi? Alors, il y a une instruction du Pascal qui permet de faire ça, c'est l'instruction with. Donc, on peut écrire with datamodule 1.tablecontact, do, faire un beginEnt à l'intérieur et ensuite utiliser directement le filebyname. Je m'abstiens de le montrer comme pour les GoTo d'ailleurs, parce que ça complique un petit peu la relecture des sources. Donc je vais juste vous montrer rapidement, mais c'est à éviter. Enfin, les copier-coller du début ne sont pas très catastrophiques, donc enfin pas très compliqués à faire. Donc autant laisser les lignes en clair pour être sûr de ce qu'on fait. Après avec le with c'est un peu plus illisible. Alors le temps que ça démarre, on va retenter. Alors donc j'ai un écran, je vais mettre un bouton ici. Et je vais mettre un edit aussi. Et une listbox. Il y a plusieurs niveaux dessus. Voilà. Donc sur le clic du bouton, je vais remplir ma listbox avec ce qu'il y a dans le label. Donc je peux faire un. Bon, ça sert à rien. Hop. Ah, ça y est. CTRL Z. Alors je ne sais pas pourquoi de temps en temps il met les sélections autrement que sur les lignes. Donc j'ai dit, on va remplir la listbox. Donc c'est listbox1.item.add de edit1. Pardon, sans les apostrophes. Edit1.text capch. CBCL texte. Hop, voilà. Et donc si je veux faire ça, que j'ai 10 composants, je peux l'écrire comme ça. Bon, évidemment, j'aurai autre chose que edit1 dans chaque. Donc ça, c'est une façon de l'écrire. Vous en avez une autre qui est plus courte. Alors, with ça, do, begin, end, voilà. Donc avec le with, en fait, oui, s'il me copiait ce que j'avais écrit, ce serait mieux. Voilà. Donc avec le with, on peut mettre un objet et puis spécifier son contenu directement. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'assistance pour la saisie. En fait, l'éditeur, il sait pas forcément sur quoi on travaille, et à l'intérieur, on peut être sur un add de l'item de listbox, comme on peut être sur des commandes qui viennent de la fiche, par exemple, ou d'autres choses. Donc c'est à la fois, à mon sens, illisible, surtout si on les enchaîne les uns dans les autres, risqué en termes de programmation, et puis ça simplifie pas la vie quand on est en train de coder et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser l'environnement. Là, si je suis sur listbox 1.item. Quelque chose, je peux faire un contrôle espace, avoir un certain nombre d'informations complémentaires, et puis en fonction de ce que je tape, j'ai le remplissage, enfin, la complétion de code qui se fait. Sur le with, je l'ai pas. Donc à éviter, pour plein de raisons. Et en termes de lisibilité, de toute façon, si vous avez ça, et puis qu'à l'intérieur, vous avez autre chose qui refait un with à l'intérieur, ça, c'est pas top. Alors, les rares cas où je le tolère personnellement, c'est sur la création d'objets. Parce que quand on crée un objet, on peut avoir un certain nombre de propriétés à renseigner juste après. Donc là, on sait ce qu'on fait, on sait où on est, et ça, c'est limité. Il n'y a pas d'enchevêtrement possible. Enfin, il y a toujours un enchevêtrement possible, mais on n'a pas de. On n'empile pas des with les uns dans les autres juste pour ça. Par contre, dans un cas comme ça, je trouve pas que ce soit très pratique en termes de maintenance. Donc, il vaut mieux éviter. Quand utiliser filter plutôt qu'une requête SQL, bah, ça dépend des cas, ça dépend des composants, ça dépend de ce qu'on fait en fait, hein, tout bêtement. Là, j'ai l'habitude de faire du SQL, donc j'utilise du SQL. Si on utilise filter, c'est Delphi qui génère le SQL en fonction des composants. Comment ouvrir un TF des tables en read-only? Alors, dans les options du TF des tables, il devrait y avoir une option de lecture seule. Vérifier. Sinon, c'est au niveau des data sources. Voilà, après, regardez l'aide, hein, c'est pas très compliqué, un coup de F1 dessus, et puis vous avez les informations dessus, et vous pouvez chercher. Donc là, fil d'options, format, non.
Ressources, non, c'était pas là. Je sais plus, mais jetez un coup d'œil sur l'aide, il doit y avoir ce qu'il faut. Active Store, Sage. Hmm. Je sais plus si on peut le faire sur le composant FireDAC. J'ai un doute. Après, la solution, si on n'a pas la propriété, la solution, c'est d'aller dans les événements et puis faire un cancel au niveau de chaque mise à jour. Donc là, par exemple, sur le before insert, on envoie une exception disant qu'on n'a pas le droit de faire une insertion, tout bêtement. Et ça empêche les insertions et le reste. Après, il y a plein de solutions, mais effectivement, de base, faites une recherche dans la doc et puis s'il n'y a pas, regardez un petit peu ce qu'il y a de disponible. Sans requête SQL, comment vider un TFD table et un TFD même table? Il y a une méthode qui s'appelle empty table dessus. Alors sur le TFD table, c'est à éviter parce que ça va vider physiquement la base de données, hein, enfin la table dans laquelle c'est stocké. Sur le même table, on peut le faire sans aucun risque puisqu'on n'a pas de stockage normalement en dehors. Donc c'est empty table et pareil, regardez la doc, il y a tout ce qu'il faut dessus. Ma base SQL Lite, double de volume après chaque opération, requête SQL unique, select uniquement, je suis obligé de passer par vacuum, cette commande existe sur Delphi. Les selects n'ont aucune raison de faire des mises à jour dans la base, donc c'est simplement le moteur de base qui doit rajouter des index en fonction de ce que vous faites pour optimiser le truc. Comment remettre à zéro la clé auto-incrément d'une table? On ne peut pas. Enfin, ça dépend du moteur de base de données. Là, en l'occurrence, si c'est du SQLite, on peut pas, et c'est le numéro d'enregistrement dans la base qui est similaire à ça. Il y a dans la doc de SQLite, sur sqlite.org, il y a toutes les informations là-dessus. Un bon outil visuel pour générer des requêtes update et insert, je n'en ai pas en tête, mais j'ai cru voir que sur ID SQL, dont je vous ai mis le lien le PDF avec toutes les informations qu'on m'avait communiquées, il y avait ce qu'il fallait pour faire des requêtes, donc essayez. Y a-t-il la notion de define commencée qui permettait de définir une constante avec un contenu? Ben justement, je vais en parler aujourd'hui. Autre question ou pas? Non. Enfin non, en fait, je vais pas parler des define commencés, mais effectivement, je peux aborder la question rapidement. On va voir comment on crée des bases de données automatiquement, parce que jusque-là, ce qu'on a fait, c'était des tables en mémoire qu'on enregistrait. Donc on faisait tout dans le concepteur de fiches. Et l'autre cas, notamment dans la gestion de livres, j'ai créé la base à la main, via le concepteur de fiches en exécutant les requêtes de création dans Delphi. Et du coup, il faut que je me trimballe le fichier. Si j'exécute le programme ailleurs que sur mon ordinateur, il ne fonctionnera pas parce que le fichier n'existera pas ou le chemin d'accès sur lequel il attend n'existeront pas. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux pouvoir le faire par programmation. Pour ça, on a des composants qui existent dans FireDAC et qui permettent de gérer des scripts. Donc j'avais fait un webinaire en décembre là-dessus, je vous ai mis le lien, hein, regardez lorsque vous aurez le PDF. Enfin, en récupérant, je peux peut-être vous copier l'URL si vous voulez, au cas où. Mais évitez de le regarder tout de suite, parce que du coup, ça va faire doublon avec ce que je vais dire ou presque. Donc, le principe est donc d'exécuter des requêtes SQL au démarrage du programme pour s'assurer, enfin, de vérifier que la base existe et ensuite de s'assurer qu'elle est bien à niveau, ou en tout cas la créer si on n'a pas de mise à jour à faire dessus. Donc, je vais utiliser un composant TFDScript pour ça qu'on va rattacher à la connexion. TFDScript permet de stocker des requêtes SQL et les exécuter lorsqu'on en a besoin, mais aussi des scripts complets. Donc, ce que j'entends par script SQL, c'est plusieurs ordres SQL qui ne sont pas forcément des selects. Il peut y avoir des inserts, des tests de conditions et d'autres choses qui sont dans le langage SQL aussi. Ils sont disponibles sous forme de procédures stockées ou d'autres informations. Donc, ceux qui programment en SQL peuvent rajouter des scripts complets et les traiter sous forme d'instruction dans Delphi via le TFDScript. Et moi, personnellement, je m'en sers plutôt pour la gestion de structure de base de données. Alors, ça fait qu'un an que je m'en sers, mais c'est hyper pratique. Et il y a eu un bug sur une version précédente, donc si vous l'utilisez, passez absolument sur les dernières versions de Delphi. Alors, petite démonstration avant de passer aux questions là-dessus, donc je vais tout fermer. Je recrée un fichier, un projet VCL Windows vide. Alors pareil, hein, comme pour les autres composants, il vaut mieux le faire, enfin l'utiliser leur fichier nouveau, application VCL Windows. Donc comme pour les autres, il vaut mieux le faire dans un data module, enfin dans un module de données, puisqu'il n'a aucune raison d'être dans une fiche elle-même. Ici, donc là,
Je vais faire la version propre, je vais rajouter un module de données, donc fichier nouveau, autre. Dans la partie projet Delphi puis fichier individuel, vous avez normalement un module de données quelque part, ici, et je l'active. Donc le temps qu'il le crée, je vais ensuite enregistrer mon projet. Ça. Et donc nous sommes sur le jour 10, TFDScript ici. Je vais rebaptiser avec les bons trucs. UDM pour l'unité du module de données et F main pour la fiche. Le projet JS projet 1. Voilà, donc dans mon data module, je vais rajouter une connexion, parce que là de toute façon on n'y coupe pas, hein. Tout se fait par rapport à une connexion. J'y rajoute une table, un script, donc TFDScript, et ce sera tout. Aussi, je vais rajouter un tdata source aussi à cet endroit-là, comme ça ce sera plus simple. J'ai agrandi un peu mon écran, histoire de pouvoir les mettre les uns à côté des autres. Donc la connexion, on va la paramétrer. La table sera rattachée à ma connexion. Donc ça, il le fait par défaut. Le data source, normalement, à la table que j'ai créée en tant que dataset. Et ensuite, c'est bon. Mon script, pareil, il doit avoir une propriété connexion qui est rattachée à une connexion base de données. Pour finir, dans ma grille, enfin dans ma fiche, pardon, je vais mettre une TDB grid et un TDB navigator. Qu'on a déjà vu, hein, je ne vais pas revenir dessus. Donc le navigateur en alignement bas, la grille en client. Voilà. Les deux vont être rattachés à mon data source qui est sur data module. Donc Alt F11 au fichier utiliser l'unité, comme d'habitude. Je choisis mon data module, je le rajoute en interface et pas en implémentation, puisque j'en ai besoin dans l'écran. Je sélectionne mes deux composants sur la fiche, je vais dans la propriété data source et je les rattache à mon data module 2.datasource 1. C'est tout pour la fiche, j'enregistre et je repasse sur mon data module. Donc sur le principe, pour que Delphi puisse travailler, ou en tout cas pour qu'on puisse pré-renseigner des choses à l'écran, il faut que la connexion pointe sur quelque chose et que la table pointe aussi sur quelque chose. Donc là, je vais commencer par créer un truc. Alors j'ai continué avec mes tables, enfin le script SQL de création des tables de la librairie, hein, parce que ça sert à rien de la bibliothèque. Ça sert à rien d'en créer un autre. Ça je peux fermer peut-être. CTRL O. Dans Notepad++, ça le fait ou ça le fait pas? Voilà, donc je vais sur Bootcamp, on l'a sur n'importe quel jour depuis quelques jours, dans la gestion de bibliothèque, je récupère mon script SQL. Donc c'est là où j'avais tous mes creates, hein, qui avaient été générés par le TMS Data Modeler. J'ai donc un pilote, alors comme d'habitude, je vais faire du SQLite sur la configuration de ma connexion. Sur la database, je vais mettre quelque chose qui est sur mon disque dur, donc là je vais mettre quelque chose dans le dossier mes documents, ici, et je vais appeler dbtest.db. Elle n'existe pas, elle n'a pas d'utilisateur, elle n'a pas de mot de passe, je valide mes paramètres. Dans les propriétés de la connexion, donc je désactive le login prompt pour éviter qu'il m'affiche une fenêtre puisque je ne veux pas de mot de passe sur la connexion. Et j'y retourne pour créer ma base, donc je reviens dans l'éditeur de connexion de mon composant. Je vais dans script SQL et je vais copier-coller mon script de création de requête. Voilà. J'ai oublié de l'exécuter. Hop. Là, c'est pas grave, il me demande le mot de passe quand même, et c'est bon. Donc, normalement, si je retourne dans l'explorateur de fichiers, j'ai bien un fichier, enfin, une base qui a été créée dans ce dossier des documents. Voilà, dbtest, qui est bien en date du 9/4 à 10h31. Et le problème, c'est que ce dossier, mes documents-là, il dépend de mon ordinateur. Donc, si je vous fournis le programme, vous allez être obligé d'avoir le même chemin d'accès que sur mon ordinateur, ce qui n'est pas pratique. Du coup, c'est par programmation qu'on va définir ces informations-là, et du coup, c'est aussi par programmation qu'on va créer des requêtes, puisqu'on ne pourra pas le faire dans l'éditeur de Delphi, puisque du coup, on ne pourrait pas l'exécuter ailleurs.
Donc, dans l'ordre, j'ai ma connexion, je vais activer ma connexion, je vais activer ma table, et dans l'écran, pardon, il faut que je lui mette quand même le nom de la table sur laquelle elle pointe, table name, on va dire les auteurs, c'est très bien. C'est bien, et donc j'active ma table, j'ai dit, et là dans ma fiche, normalement, j'ai mes colonnes de l'auteur. Voilà, donc j'ai bien mon nom, le prénom qui est à droite, et pseudo et ID. Alors, par contre, je vais quand même changer la taille des colonnes parce que ça m'agace. Je reviens sur mon composant, je vais dans l'éditeur de champ, je rajoute tous, et nom, prénom, pseudo. Je les sélectionne tous les trois, display width, donc la largeur d'affichage, on va dire 50, sur les trois. Je ferme mon truc, et normalement, voilà. Alors 50 c'est toujours un peu trop grand, mais au moins j'y ai accès plus facilement. Ensuite, donc j'enregistre. Voilà, donc là pour Delphi, on a une table qui existe, on a ce qu'il faut pour travailler, pour mettre nos champs et nos composants et les alimenter. Maintenant, pour la programmation, c'est une autre histoire. Alors la première chose à faire, c'est par programmation, quand on va créer la fiche, comme on l'a fait hier en fait, hein, on va aller activer les tables et les connexions. Donc première chose que je fais, c'est j'active ma connexion. Si elle n'est pas active, alors si elle est active, je la coupe. Parce que par défaut, ça dépendra de ce qu'on aura fait dans l'éditeur de Delphi. Si elle est déjà active, elle est censée pointer sur une table qui n'existe pas. Donc autant qu'à faire, enfin sur une base de données qui n'existe pas, donc tant qu'à faire, autant la virer, enfin la désactiver, donc connected. Connected, voilà, si connecté, then, fd connexion, point close. Systématiquement. Comme ça, si je l'avais laissé active dans Delphi, il risque de nous faire un message d'alerte au démarrage parce que forcément, il essaiera de se connecter dessus. Mais en tout cas, il la désactive quand il crée le module. Ensuite, il faut que je l'active. Donc là, par contre, hop, point open. Voilà. Quoi qu'il arrive, il faut qu'elle soit active, donc je la réactive si elle était déjà activée, et je l'active si elle ne l'était pas, évidemment. Voilà, donc là, c'est bon pour la création du module. Ensuite, dans le composant de connexion, en before connect, puisqu'on a un événement before et after toute opération, en fait. Donc le connect, c'est la première opération sur la base. Et donc avant la connexion sur l'opération de modification de la base de données, je vais tout simplement changer les paramètres qui permettent de pointer dessus. Donc pour ça, fd connexion, alors normalement c'était param, point field by name, pardon, param by name, ici. Non plus. Alors, on va chercher find field d'adresse non. Point items. Index of name, voilà. Donc on va récupérer ça, et le name, ce sera database. Alors le nom qui est indiqué, je vais aller chercher, en fait, je vais modifier la propriété database. Alors soit j'efface toutes les propriétés, les paramètres et je les recrée, soit je modifie juste un paramètre. Dans le webinaire, il y a plusieurs exemples, hein. Et donc là, le paramètre qui m'intéresse, c'est celui qui s'appelle database avec un D majuscule. Donc ici, pardon, dans le source, hop, je vais aller chercher database avec un D majuscule. Et je vais le stocker quelque part. Donc là, normalement, si i est inférieur à 0, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. Et ça, je le sais parce que quand je vais sur l'aide du index of name, il me dit que quand c'est négatif, il ne trouve pas. Donc renvoie la position de la première paire non-valeur ayant le nom spécifié. Si la partie nom de plusieurs paires, si aucune chaîne de la liste ne contient le nom spécifié, index of name renvoie -1. C'est un truc classique, hein.
Quand on a un truc qui fait une recherche, il nous renvoie la position ou une valeur négative, en général -1. Donc là, si c'est inférieur à 0, je vais l'ajouter, sinon, je vais la modifier. Hop. Dans le cas où c'est inférieur à 0, hop, je fais ça, point params, point addPair. Donc la clé, ce sera le nom qui était indiqué dans les paramètres, hein, donc database, la même chose. Et la valeur, c'est le nom du fichier que je veux utiliser pour ma base de données. Je vais le créer juste après. Et dans le cas contraire, donc fdco, pardon. Donc s'il existe, params de i, point value normalement, point, index non, là on est sur une chaîne de caractères, donc on va juste mettre la valeur. Normalement, ça devrait passer comme ça. On va vérifier ce que ça donne. Donc là, je récupère la position de mon paramètre, je vais l'ajouter s'il n'existe pas, je le modifie s'il existe. Et dans le nom de fichier, donc je vais me créer une variable locale, hein, et je reviendrai sur les variables plus tard. Donc mon nom de fichier, il va être donc ma base.db, et je vais le stocker quelque part, et le quelque part, je vais le récupérer dans les paramètres du système d'exploitation, et donc pour ça, il me faut uses system.io utile comme unité. Voilà. Et donc je vais récupérer dans tpass.getDocument. Avec un C, ce sera mieux. Donc getDocument pass, je rajoute ça à l'autre avec la séparation normale, donc tpass.combine. Donc là, mon nom de fichier, ce sera la concaténation sous format chemin de recherche selon le système d'exploitation, donc là en l'occurrence Windows, du dossier mes documents d'utilisateur avec ma base.db. Donc normalement j'en ai pas. Hop. Ici. Effacer tout ce qu'il y a. Non, je ne vais pas effacer tout, je vais juste effacer les 4 derniers. Voilà. Donc j'ai un chemin d'accès, je modifie la connexion, et donc normalement, après le before connect, il fait l'opération de connexion et ça devrait fonctionner. Et donc dans ce cas-là, quand on est connecté, on peut activer les tables. Donc dans mon after connect, ici, je peux dire ma table 1, elle s'ouvre. Alors c'était fdtable.open. Si l'événement after connect est appelé, ça veut dire que la connexion s'est faite, et donc mon fichier existe, ou en tout cas le programme l'a trouvé. Donc là, si je l'exécute, on va voir ce que ça donne, juste pour s'assurer que j'ai pas fait de bêtises. C'est parti. Donc là, tel quel, le fichier n'existe pas, donc il ne trouvera pas la table, hein. Donc il devrait nous renvoyer une erreur disant que la table n'existe pas. Et ça tombe bien, c'est bien ce qu'il fait. Donc l'erreur qui apparaît est bien celle que j'attendais. Il nous dit bien qu'il n'y a pas de table auteur. Et donc il rend la main puisqu'il plante le programme, et là il ne m'a pas créé la base, puisque forcément il ne crée la base que si on fait des opérations de mise à jour dedans. Donc, étape suivante après avoir trouvé un nom de fichier, l'avoir mis à l'avoir stocké, c'est d'exécuter les requêtes de création de la base systématiquement. Donc là, je reviens sur le concepteur de fiches, je vais sur mon fdscript et j'ai une propriété qui s'appelle script SQL script. Donc là, c'est une zone de stockage de script, donc j'en ai besoin que d'un seul. Et dans ce stockage de script, ici, j'ai un éditeur de texte qui va me permettre de copier mes requêtes. Donc là, je vais copier-coller mes requêtes de création que j'avais utilisées dans l'éditeur de Delphi avant. Je valide. Et donc, j'ai un script numéro 0 qui contiendra ma création. Alors, je vais lui donner un nom, hein.
mais qui ne servira pas en l'occurrence pour ce que je veux faire. Donc je referme cette fenêtre. Hop. Alors évidemment, je peux créer autant de scripts que je veux dedans. Ici c'est bon, oui. Donc maintenant que j'ai mes scripts, alors si vous regardez, hein, vous avez des options dans le FDScript qui permettent de vérifier le contenu et éventuellement d'exécuter des requêtes qui sont dedans, sachant qu'il y a plusieurs propriétés pour les requêtes. On peut aussi mettre un nom de fichier qui contiendrait les requêtes si on a envie, puis faire d'autres opérations derrière si on a envie. Donc, je reviens à mon after connexion, pardon, before, connexion sur la connexion, ici. C'est avant la connexion qu'on peut vérifier si la base existe ou pas. Parce que c'est le seul moment où on est sûr que si elle n'existe pas, ça veut dire qu'elle n'a pas été créée. Par contre, si elle existe, ça pourrait être un fichier vide. On n'est pas certain que c'est bien ce qu'on veut. Donc là, je vais faire un test pour vérifier que le fichier existe. Et donc, je peux le faire après avoir modifié ma connexion. Et je vais le faire avec, pareil, une fonction qui se trouve aussi dans le tfile. Enfin, system.io utile comme unité. Donc là, en l'occurrence, c'était file.exist. Historiquement, on avait file.exist dans Delphi qu'on peut toujours utiliser, mais autant prendre les nouvelles versions. Et donc là, je vais chercher si mon nom de fichier existe. Donc j'ai pas besoin de faire un if, en fait, j'ai juste stocké cette information-là. Base de données existante. Et ce base de données existante, je vais le stocker au niveau de mon data module. Donc je le crée dans le private. Et c'est un booléen qui va stocker une valeur true ou false. Alors, la partie qui est en haut, n'y touchez à aucun moment. C'est le concepteur de fiches qui se débrouille. Ne faites pas de modification dedans parce que vous risquez d'avoir une désynchronisation avec l'écran et générer des anomalies. En revanche, dans private et public, vous mettez ce que vous voulez. Private, c'est ce qui sera utilisé dans l'unité, public, c'est ce qui peut être utilisé par d'autres. Je reviendrai là-dessus quand on parlera programmation orientée objet, peut-être demain ou la semaine prochaine. Mais d'une manière générale, si vous voulez rajouter des choses sur la fiche qui ne soient pas des composants, vous pouvez les déclarer dans private ou public sur votre objet. Et du coup, là, je vais remplir dans ma méthode beforeConnect, je vais remplir mon base de données existante en lui disant, en lui mettant la valeur qui est retournée par le exist, qui vérifie si le fichier existe. Si le fichier existe, on peut partir du principe qu'on a créé la base de données et qu'on n'a donc pas besoin d'exécuter les requêtes. Si en revanche le fichier n'existe pas, il faudra exécuter les requêtes. Sauf que l'exécution des requêtes de création ne peut se faire que sur une connexion active. Donc il faut que ce soit après la connexion. Donc je vais tester ce truc-là dans le after connect. Avant d'ouvrir la table, ici, si ma base n'existe pas, à ce moment-là, je vais exécuter mon script de création. Alors, c'était exec. Execute, script. Et dans ce execute script, je vais lui passer l'information du script à exécuter. Donc on est toujours sur le ft script ici, et c'était donc SQL script de 0. On n'a pas de paramètres, on a donc fini. Donc la mécanique, je vous la redonne. On met un fdscript juste pour stocker un ensemble de requêtes. On les exécute comme ça, avec execute script, en leur passant le contenu en fait de la requête à exécuter. Après, il y a d'autres fonctions d'exécution, hein, si on veut, suivant les cas. Donc là, normalement, dans l'ordre, on va sur le create de la fiche, enfin, du data module. Il ferme la connexion si elle était active, ce qui est le cas actuellement, hein, sur mon écran. Et il la réouvre avec les paramètres qu'on lui a donnés dans le concepteur de fiche. Sur la connexion, le beforeConnect va modifier le nom du fichier pour la base de données, et ensuite on teste si elle existait déjà ou pas. Delphi derrière fait la connexion, donc il ouvre la connexion à la base, et after connect, qui est appelé juste après, testera si la base existe ou pas, et si elle n'existait pas, on exécute le script de création. Et ensuite, et uniquement après avoir exécuté le script de création, on ouvre les tables.
Là, normalement, si je me suis pas planté, ça fonctionne. Alors, il y a des erreurs de script. Alors, c'était script machin. Là, on était sur quoi? Pardon, shift contrôle, enfin maj contrôle espace. Donc là, il attend des strings. Et là, je suis sur quoi? SD script ici. Bon, on va aller vérifier la doc. Alors, SQL script, oui, la collection de scripts, ben là en plus on a un exemple, ça tombe bien. Et pas de bol, il utilise Louise. Alors, SQL add machin, ça c'est bon. Donc le execute all, je vais m'abstenir. Là non, script oui, on reste sur du execute all, sur leurs exemples, c'est pas grave, on va prendre l'autre. Hop. Alors, où est l'erreur? Ça. Hmm. Alors, TFD, SQL script, qu'est-ce que c'est que ce truc? SQL script name non, script name, bon, grave. On va revenir dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété là-dessus? Hop, point, exec, non, SQL non, item, find script non. On va revenir là-dessus. Donc on était sur script 0 et on va récupérer le contenu du script 0. Donc là en l'occurrence, il n'y avait rien. Voilà, SQL. Là, ça devrait être bon. Après, il y a tout un tas d'exemples fournis avec Delphi, donc n'hésitez pas à vous y reporter si vous séchez. Donc là, il m'a bien créé ma base, parce que j'ai bien ma base.db. En l'occurrence, elle vient d'être créée, donc j'ai aussi un fichier journal. Et j'ai bien la table qui a été ouverte, puisque j'ai bien les colonnes à l'écran. Donc là, si je rajoute mon nom, ça a bien créé quelque chose. Je referme le programme, je le relance. Alors, vous verrez que le journal a disparu. Hein. Par contre, la table contient bien des données. Enfin, la base contient bien des données. Si je réexécute le programme, normalement, il ne refait pas la création, puisque le fichier existe. Et du coup, j'ai encore mes données. Alors, j'ai encore mes données, sauf qu'il ne les veut pas. Hmm. Qu'est-ce qu'il me fait? On va l'exécuter en debug pour voir où ça plante. Alors, est-ce que j'ai fait une bêtise? Donc ça c'est bon, continuer. Ok. Alors, si j'arrête l'exécution en debug, il me positionne là-dessus, je vais aller regarder là-haut. On reviendra un peu plus sur le débugage plus tard, hein. Mais hop, c'est donc dans le after connect et c'est donc probablement le open qui a posé problème, puisque je suis bien sur le dataset.open, donc c'est lui qui a généré l'anomalie. Ça veut dire qu'il n'a pas dû prendre la bonne base. Alors je vais mettre un point d'arrêt ici et on va retenter. Donc là, il a relancé le programme, mon nom de fichier c'est toujours le bon. Ici, il existe toujours. Qu'est-ce que j'ai dedans? Edit.
Donc évidemment, c'est une base de données, hein, donc format pas très clair, mais en tout cas, j'ai au moins les informations dessus. Donc j'ai bien certains trucs qui apparaissent en clair. Sinon, je pourrais utiliser le DB Browser for SQLite, ce qui serait d'ailleurs plus intelligent de ma part. Ici, je t'en ai donné le lien hein, sur la présentation. Alors, le temps qui se démarre, pareil. Ici, ouvrir un fichier. Donc là, une base de données. Je suis sur une base de données dans mes documents qui s'appelle ma base. Donc j'ai bien mes tables. Le SQLite séquence, c'est lui qui le crée. Hein. Enfin, c'est lui. C'est le moteur de base de données qui le génère. Et j'ai bien des données dans les auteurs. Donc ma table auteur existe. Donc il n'y a aucune raison pour qu'il me dise qu'elle n'existe pas à l'exécution. Hop, si je continue. F9. No such table auteur. Ok. Bon, donc là il y a un souci. Il la crée, mais il la trouve plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si je suis là. Alors, à quoi ressemblent les paramètres? Donc, dans les paramètres, donc là j'ai positionné la souris dessus en exécutant debug, du coup je peux parcourir un certain nombre d'informations. Tstrings, ici, alors j'ai quoi? Ça c'est bon, et sur la string list. Là j'ai bien deux enregistrements qui correspondaient normalement. Ah oui, d'accord. Donc là en fait mon database a été effacé. Donc il n'a pas de base de données, donc il ne peut pas pointer dessus. Et sur la création, il avait mis la bonne chose parce qu'il était en database quelque chose. Donc en fait, c'est pas l'écrasement comme ça qu'il faut que je fasse, c'est database, CTRL F2 pour l'arrêter, ou le carré rouge en haut. Hein. Database égale plus. Voilà, donc il faut remettre le paramètre, puisqu'en fait on écrase la ligne complète, même s'il l'a trouvé. Et là, si je réexécute, ça doit marcher. Donc je suis confiant, j'exécute sans debug. Et effectivement, c'est passé. Parce qu'en fait, les paramètres dans la base, si on revient enfin, sur la connexion, si je viens là-dessus, je vais aller voir le source, donc Alt F12 ou clic droit et voir comme texte. C'est pas grave, on va fermer l'autre unité. Oui. Je disais donc Alt F12. Donc là, mon stockage, il se fait sous la forme database égale quelque chose et driver ID égale quelque chose. Du coup, quand je réécrase la ligne, il faut effectivement que je reprécise le début de la ligne et pas juste le nom de la base parce que sinon il ne sait pas où il en est. Et donc il essaye d'accéder à une base qui n'existe pas. C'est pour ça que ça plantait. Voilà, donc petit... Oula. Ça c'est bon. Donc vous avez vu comment ça fonctionnait. Est-ce que vous avez des questions par rapport au script? Malgré mon petit cafouillage sur les paramètres. Alors, euh, donc Christophe qui nous donne la solution pour les histoires de réinitialisation de compteurs au niveau des bases SQL Server, merci. Mais là du coup je vais pas en parler puisque chaque base de données a son propre système pour initialiser quand c'est possible. Et aussi pour passer outre l'auto-incrément. Donc là en l'occurrence, l'objectif de ces sessions n'est pas d'apprendre l'utilisation des différentes bases de données. Donc là sur ce coup-là, je ne le partagerai pas. Alors, Antoine qui me demande pourquoi préférer if not x then à if machin égale false. Oui, c'est une question d'habitude. Simplement parce que je sais que le truc renvoie true ou false, donc le fait de tester false pour que ça renvoie true me paraît pas habituel. Enfin là c'est convention d'écriture à choisir chacun en fonction de ce qu'on veut faire. La différence, c'est pas, enfin, il n'y a aucune différence en fait, parce que de toute façon, Delphi derrière, le compilateur fait le nécessaire pour écrire la même chose dans les deux cas, enfin, générer le même code que si on teste si c'est égal à false ou si on fait note la valeur. Donc il devrait l'optimiser correctement, du coup, c'est plus une histoire de saisie. Quelle est la différence avec file exist? Il n'y en a aucune entre le tfile.exist et le file exist, si ce n'est enfin il n'y en a aucune. Si.
FileExist est une commande qui existe depuis la première version de Delphi, si je ne m'abuse, qui vient de l'unité système.sysutile. Et ensuite, depuis, avec les évolutions récentes, on a des méthodes de classe qui sont apparues et suite à l'avènement de FireMonkey et aux multiplateformes et aux compilateurs dans plusieurs versions, enfin sur plusieurs systèmes d'exploitation, Embarcadero a rajouté pas mal de choses qui nous permettent de travailler en multiplateforme et sans se poser la question de savoir sur quel système d'exploitation on travaille. Donc je recommande plus d'utiliser les nouvelles fonctions dont on reparlera dans quelques jours, plutôt que les anciennes. Après, les codes existants fonctionnent toujours, évidemment. Et normalement, le file exist, enfin comme les autres fonctions, ont été adaptés pour passer en multiplateforme aussi, du mieux qu'ils peuvent. Mais utiliser plutôt tfile point quelque chose, ça permet d'avoir un environnement plus cohérent et d'avoir plus de fonctionnalités, qu'on reverra plus tard. Oui, donc Gérard qui me corrigeait pour mon histoire de .SQL qui manquait sur le SQL script, évidemment. Voilà, pas d'autres questions, c'est bon. Ok, donc je vais enregistrer le projet et fermer tout ça. Voilà, ce que je viens de vous dire pour les connexions, ça marche évidemment quelle que soit la plateforme sur laquelle on travaille, que ce soit de la VCL, du FireMonkey ou autre chose, peu importe, là c'est un fonctionnement pur Delphi. Si, autre chose quand même, hop, là je vais effacer ma base de test, et l'autre aussi pendant que j'y suis. Donc dans Delphi, je n'aurai plus ma base et du coup, il ne pourra pas m'afficher le contenu. Donc là, ma base est verrouillée. Pourquoi? Ignorer, c'est pas grave. Ici, je vais fermer la doc. Si je réexécute le programme que je viens de créer, donc il était dans Bootcamp jour 12 et sur TFDScript. Là, il va planter oui, alors il aurait dû mettre un message au démarrage disant que la base n'existe pas, parce qu'en fait, dans Delphi, je l'avais laissé la connexion. Du coup, il essaye déjà de se connecter à l'ancienne base. Et puis ensuite, la création du data module fait qu'il se déconnecte et puis il se reconnecte sur l'autre. Donc effectivement, il est susceptible, suivant sur quelle version on compile, de pas faire, de nous envoyer un message d'erreur. Là, en l'occurrence, en VCL, il fait les choses correctement dès le départ. En FMX, la création se fait pas forcément tout de suite, donc il peut y avoir un petit écart. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ne vous étonnez pas si vous avez laissé des connexions ouvertes dans Delphi, qu'à un moment ou un autre, il vous fasse des erreurs à l'exécution. C'est simplement que derrière, il y a des anomalies, enfin des anomalies. Disons que l'ordre des choses n'est pas le même quand on passe sur le concepteur et sur l'exécution du programme. Ceci étant dit, je peux donc refermer ça et l'autre. Ah bah oui, c'était à cause de ça qu'il ne voulait pas la virer, puisqu'elle était ouverte dans le browser. Donc là, document, et je l'efface. Ok. Ceci étant dit, toujours pas d'autres questions? Si. Peut-on accéder au script par son nom plutôt que par son indice? Oui, en fait, le nom peut être utilisé pour faire un find script dans la liste des fdscript. Pareil, regardez les requêtes qui sont proposées, enfin la doc sur les méthodes de l'objet. Il y a pas mal de choses qui sont dedans et on peut les parcourir aussi par une boucle, évidemment. Alors, on m'a posé la question tout à l'heure concernant les constantes, enfin des define, qui sont en C, la méthode pour créer des choses à un moment dans le code, et donc je vais vous en montrer rapidement une. En Pascal, on a donc la déclaration de type, la déclaration de variable, comme on les a déjà vues, et on peut aussi créer des constantes. Donc c'est un bloc const qu'on crée, donc on peut le mettre n'importe où dans le code. Pas n'importe où, oui, maintenant on peut le mettre effectivement n'importe où dans le code, en tout cas dans Delphi. Donc const, ma constante, égale. Alors là, c'est la seule exception, c'est vraiment un égal, c'est pas un deux points égal, contrairement aux affectations de variables, 50 et 54 par exemple. Et je peux utiliser ma constante partout dans le code à partir de là. Le compilateur va remplacer ma constante par le 54,
comme si c'était une variable pour nous. Enfin, pour nous, c'est comme si c'était une variable, sauf qu'on ne peut pas modifier sa valeur dans le code. Et pour Delphi, il remplace par cette valeur-là. Donc, si on a un fichier avec toutes les constantes, ou un certain nombre, on peut paramétrer son code à partir d'un seul endroit sans remodifier un peu partout dans le programme. Par contre, ça oblige à recompiler le programme, évidemment, puisque c'est compilé en dur. Et on peut mettre n'importe quel type à l'intérieur. Et donc, l'autre chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était le conditionnement de code. Parce qu'on a des constantes qui servent pour l'exécution des programmes, enfin, dans notre partie code en nous, et on a aussi la possibilité de définir des ordres de compilation pour le compilateur. Donc on a déjà vu l'instruction if du Pascal, on a aussi la possibilité de le faire au niveau des sources pour conditionner des parties de source. Le if conditionné à l'exécution, nous on va le faire aussi à la compile. Donc là, c'est ce que je mettais ici. Et donc c'est ce qu'on appelle la compilation conditionnelle. Donc on va demander au compilateur de Delphi de compiler une partie du code et pas toute. Donc pareil, en C, on peut l'utiliser aussi avec des define, puisque ça sert à la fois pour des constantes et pour ce genre de choses. En Delphi, on fait des ifdef ou des define. Donc les instructions destinées aux compilateurs sont à écrire dans des commentaires. Alors en général, ce sont des commentaires qui sont entre accolades. On a trois façons de faire des commentaires dans Delphi. Ça, je l'avais déjà dit normalement. Double slash avec autre chose jusqu'à la fin de la ligne. Parenthèse étoile, étoile parenthèse, et là on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Ou les commentaires historiques, à savoir accolade, donc début et fin de paramètres, enfin de commentaires, pardon. Voilà. Donc là, c'est les trois modes pour ajouter des commentaires dans un programme. Le double slash se met n'importe où et tout ce qui suit est mis en commentaire, donc ne sera pas traité par le compilateur. Parenthèse étoile, c'est essentiellement pour les claviers qui n'ont pas les accolades, c'est-à-dire les claviers francophones ou de Mac francophones. Les accolades sont compliquées à récupérer puisqu'il faut une série de raccourcis, enfin il y a plusieurs touches à utiliser. Du coup, le parenthèse étoile peut être plus pratique pour certains développeurs. Et le accolade sert aussi pour le compilateur, et donc les ordres de compilation vont se mettre entre accolades. Et alors, dans les choses qu'on conditionne en général, enfin, dans les instructions qu'on donne au compilateur, ce sont des options de compilation ou des conditionnements de code. Et Delphi nous propose un certain nombre de constantes qui sont déjà disponibles, notamment debug et release, qui existent directement depuis le gestionnaire de projet. Ici, on a des configurations de construction debug et release, et en fait, ça va nous permettre de savoir dans le code source si on est en debug ou si on est en release, pour pouvoir conditionner des affichages de messages d'erreur, par exemple, ou des affichages d'informations complémentaires à ce qu'on veut faire, ou changer des informations autres entre le debug qui est censé être utilisé pour le développeur et le release qui est censé être utilisé pour les utilisateurs finaux. Le truc qu'on conditionne en général, ou en tout cas moi, c'est les accès aux fichiers, pour avoir des fichiers de prod et des fichiers de développement. Ne pas travailler en développement sur des vraies bases de données, par exemple, pour éviter les erreurs. Et quand on sera sur du FireMonkey, on va regarder les directives de compilation correspondant tout simplement au système d'exploitation et aux différents compilateurs, puisqu'on va pouvoir faire des choses qui fonctionneront sur Android et pas sur les autres, par exemple. Donc là, je vous ai mis les liens pour la doc correspondante avec la liste. Alors, je vais vous afficher les trois. Donc là, ce sont les directives de compilation. On a pas mal d'options qui correspondent aussi aux options de projet dans outils, enfin dans le projet options d'IDE, et certaines dans outils options. Et celles qui vont nous intéresser, ce sont les if et les if, else et ainsi de suite. Donc là, en l'occurrence, define, else, else if and if. Donc ces trois-là. Et le if qui doit être derrière, voilà, if, def et if. Le if end, if and def, on va éviter. Et donc ça, ce sont les ordres qu'on peut donner au compilateur. Ici, sur la partie compilation conditionnelle, on a des exemples. Donc là, on peut définir des bugs, par exemple, ce qui est déjà le cas dans la partie des bugs de configuration. Et on peut faire un if-def debug et à ce moment-là, faire un write, sinon faire un autre write. Donc là, c'était sur une application console, puisque le write-ln ne renvoie rien sur une application VCL. Et là, vous avez un certain nombre de choses qui existent déjà.
notamment pour les compilateurs, ils vous disent sur quelle version ça existe. Donc, je vais vous faire un exemple. Et sur les if, donc ifdef c'est pour tester une directive, sinon on peut faire des if complets avec des informations nous permettant d'avoir des valeurs et des choses comme ça. Le troisième, il est là. Et donc là, on a les différentes versions de compilateurs, puisque chaque version de Delphi a son compilateur. Donc là, en l'occurrence, pour la série 10.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, on est à la version 330 des compilateurs, qui est le compilateur du produit en 26e édition. Et les fichiers sont en général avec un numéro 260 dessus pour les paquets qui sont fournis avec. Du coup, si quelqu'un fournit des composants pour une version de Delphi, il fournira un truc qui correspond à ce numéro-là, donc la version du paquet, pour qu'on sache dans quelle version on doit l'installer. Bon, après, s'il n'y a pas le numéro, on est censé les avoir dans des dossiers qui correspondent à la version de Delphi pour que ce soit plus clair. Voilà pour ça. Donc évidemment, allez y jeter un coup d'œil si vous avez envie. Et je vais vous faire un petit exemple. Donc là, en l'occurrence, je vais me rajouter un bloc initialisation. Donc, on va faire un bouton dessus. Ici, donc je mets un bouton, F12, bouton debug, un deuxième bouton, ici, hop. Sur le bouton 1, je vais afficher un show message, debug on, et sur mon bouton 2, je vais faire un debug off. Alors show message, ça permet donc d'afficher une fenêtre de dialogue qui permet juste d'afficher un texte. Voilà. Donc là, si j'exécute ce programme-là, j'ai les deux boutons à l'écran et donc ils vont m'afficher des bugs on et des bugs off, ce qui est un peu stupide. Je vais vous stocker quand même, comme ça ce sera fait. Donc on va dire 2. Et je renuméroterai les autres. Directive de compilation. Voilà. Donc je dis c'est un peu stupide parce que si j'appuie sur les boutons, bah, j'ai les deux qui sont actifs, donc je ne sais pas dans quel mode je suis. Parce que le 1 il fait on, le 2 il fait off. Donc pour être sûr que ça apparaît correctement, je ne peux pas le faire au niveau du code. Je ne peux pas dire dans la création de ma fiche, tu m'affiches le bouton 1 ou tu m'affiches le bouton 2 en Pascal. Donc je vais le faire en directive de compilation, puisque l'information de debug, elle est renseignée à ce niveau-là, dans le gestionnaire de projet, en choisissant la configuration. Et en réalité, elle est définie au niveau des options du projet, dans cette config. Alors là, j'ai cliqué sur modifier dessus, et dans la partie compilation, on a des définitions conditionnelles. Donc on peut en mettre autant qu'on veut sur un projet, ou les définir et puis rajouter des configurations dans le gestionnaire de projet. Donc là, par défaut, on a bien des bugs, et si je vais faire modifier sur release, je verrai que je l'ai release à la place. Donc grâce à ça, dans mon code, je peux tester l'un ou l'autre. Et du coup, ce que je vais faire dans la création, bah, je vais afficher que le bouton qui me permet de savoir si je suis en debug ou en release. Donc là, je peux utiliser $ifdef debug, else, endif. Et donc, si on est en debug, donc si debug existe au niveau du compilateur, à ce moment-là, je n'ai affiché que le bouton 1. Donc button 1. Point, visible. Alors là, je ne peux pas faire visible, prend debug, enfin, je ne peux pas modifier la propriété par rapport à la directive de compilation, je suis obligé de l'écrire en entier. Et le 2, il sera désactivé, il sera masqué. Et si je ne suis pas en debug, on peut partir du principe que je suis en release. Et donc j'inverse les deux. Voilà. Alors j'aurais aussi pu écrire ça. Si je veux éviter la redondance. Puisque les deux boutons sont l'opposé l'un de l'autre. Je gagne une ligne de code
ici et je la mets là. Donc soit je suis en debug, je fais les deux opérations sur l'opération sur chaque bouton, soit je suis en debug, je le fais que sur le premier, et puis comme le deuxième s'affiche que si le premier ne s'affiche pas, j'ai juste à faire l'inverse de son opération. Donc là, je vais exécuter mon code, je n'aurai que l'un ou l'autre. Là, je suis toujours en debug sur la compile, donc forcément j'aurai le bouton 1. Là. Et si je me mets en release, j'aurai le bouton 2. Et en fait, on peut les enchaîner. Donc là, autre exemple, donc ça je vais le faire sur un bouton 3. Alors par contre, en termes d'interface utilisateur, alignez les boutons de telle sorte qu'ils puissent se remplacer l'un l'autre. Donc soit vous les posez l'un sur l'autre, maintenant que vous avez fait le travail, soit vous utilisez les propriétés d'alignement pour être sûr qu'ils se cadrent bien à droite, à gauche, et ainsi de suite, suivant ce que vous faites. Évidemment, assurez-vous que quand il y en a un qui disparaît et qui n'a pas de raison d'exister pour l'utilisateur, bah, il ne voit pas qu'il y a un trou. En termes d'interface, c'est toujours mieux. Et donc là, je vais sur le bouton 3 par exemple, je vais faire un if, donc $if defined debug and defined hop, test and if. Ça, je vais faire un else no test. Et donc je vais faire un message pareil, no test. CTRL D pour l'indentation. Donc là, si j'ai défini test, ça va m'afficher le message debug et test, et si j'ai défini no test, ça va m'afficher debug et no test. Mais uniquement si test n'existe pas. Et alors pour définir test, je peux soit le mettre dans le code, donc là je peux le mettre n'importe où, je vais mettre juste au-dessus, hein, histoire de simplifier, mais ici je vais définir un truc, donc $define, test, doc, $defined, no test, et je désactive mon deuxième en mettant un espace devant le $. Donc là, il n'y a que test qui sera actif. Je vais rajouter ça après, CTRL-C, juste pour vous montrer que les deux, ifdef. Alors ifDefine ou ifdef sont équivalents, hein. No test, then no test. Voilà. Donc j'exécute ça, sur mon bouton 3, il devrait m'afficher debug plus test. Alors je suis toujours avec le bouton 1 parce que je suis en debug. Et donc j'ai bien debug plus test et pas l'autre. Si j'active les deux, il va me faire debug plus test et no test. Voilà. Et je peux aussi le définir au niveau du projet, dans les options. Et sur compilateur, vous avez définition conditionnelle. Donc là, je peux aller sur les petits points à côté, puis en rajouter si j'ai envie. Alors vérifiez bien dans quel cas vous les rajoutez, si c'est sur toutes les configurations, sur les configurations de debug ou de release. Autre chose, si vous le mettez au niveau du projet, et que vous le testez dans des unités que vous utilisez dans plusieurs projets, c'est une source de potentielle erreur. Tout simplement parce que si vous les définissez au niveau du projet et que, enfin, si vous utilisez une unité qui teste des choses qui sont définies dans un projet mais pas dans les autres, bah, vous n'aurez pas tout qui se compile correctement. Par contre, si le fichier de l'unité n'a pas été modifié, le source, il est possible qu'il ne vous recompile pas l'unité lorsque vous compilez le projet. Et donc, il ne prendra pas en compte les nouvelles directives que vous auriez mis au niveau du projet. Donc, méfiance, ça peut être une source d'anomalie suivant ce que vous faites. Et donc, ne vous étonnez pas si vous avez un projet qui partage des fichiers, enfin plusieurs projets qui partagent des fichiers, que dans certains cas, ça fasse ce que vous voulez, et puis dans d'autres, ça ne le fasse pas.
c'est probablement parce que vos conditions, enfin les conditions que vous avez gérées, ne sont pas cohérentes par rapport au projet que vous êtes en train de compiler. Il vous manque des directives ou vous en avez en trop. Donc méfiez-vous sur ces trucs-là, servez-vous-en essentiellement pour tester des bugs release et puis le système d'exploitation éventuellement. Après les autres, c'est quand vous aurez vraiment des raisons de le faire. Voilà ce que je voulais vous dire pour les directives de compilation. Après, regardez la documentation pour les autres, hein, si vous voulez voir ce que ça permet de faire, notamment d'envoyer des messages. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, hop là. Pouvez-vous remettre les liens de compilation conditionnelle? Oui, bah, vous les aurez sur le PDF, je vais vous les remettre ici si vous voulez. Que je les retrouve. Donc le PDF, il est là. Ici, alors clic droit, copier l'adresse. Après pareil, hein, si vous allez dans la doc, vous cherchez ifdef ou compilation conditionnelle, vous le trouverez. Là, je vous remets les liens parce que c'est plus rapide à voir pour les tableaux, puis ça me sert aussi quand je vais dessus, mais la doc reste la source principale d'informations que vous devez pratiquer. Autre question, c'est bon? D'accord, donc là c'est bon. Du coup, bah, ce qu'on vient de voir, on va le modifier côté gestion de bibliothèque, enfin, sur la gestion des livres, puisque hier j'avais fini le programme, mais en utilisant une base qui était en local sur mon ordinateur, en dur. Donc il va falloir changer le chemin d'accès sur lequel on travaille, et puis faire les adaptations qu'il faut pour qu'il crée la base au moment de l'exécution. Comme ça, je pourrais aussi vous transmettre l'exécutable comme on l'a fait la semaine dernière pour les deux autres, même si l'interface utilisateur n'est pas forcément géniale. Donc je reviens sur mon projet que j'avais copié enfin que j'ai copié avant de démarrer sur le jour 12. Voilà, du coup ce sera le troisième ici. Donc j'ai repris ce que j'avais fait hier, hein. J'ouvre mon projet. Et comme je viens de dire que j'allais vous fournir éventuellement l'exécutable, je vais rebaptiser mon projet, donc clic droit sur le nom du projet depuis le gestionnaire de projet, option renommer, et je l'appelle Delphi Bootcamp Bibliothèque. En évitant les fautes de frappe. Voilà. Donc Delphi fait le nécessaire derrière pour renommer les fichiers. Si je vais vérifier dedans, voir le source, c'est pas voir le source que je veux. Enfin, le source est évidemment modifié aussi, pour reprendre le nom, affiché dans l'explorateur. Donc si je vais dessus, il va bien rebaptiser mon fichier DPR, Dproj et éventuellement le local qui existait. Donc là c'est bon. Et si vous rebaptisez des fichiers, faites-le plutôt depuis le gestionnaire de projet, ça sera plus pratique. Donc là j'avais toujours ma base en dur puisqu'elle existait dans mon projet, sur mon ordinateur. Je vais faire les modifications qu'on a fait par rapport au FDScript et par rapport au chemin d'accès au programme. Donc là dans ma connexion, je reviens sur l'éditeur de connexion. Donc j'ai juste le database à changer. Le reste est bon. Alors, je vais le faire au niveau des propriétés. Donc, sur la création de la fiche, j'avais bien une demande de connexion, d'ouverture de la connexion. Donc, je vais juste la clôturer si elle n'était pas connectée. Connected, then close. Voilà. Ensuite, before connect sur la connexion. Ici. Donc, un nom de fichier pour la stocker ailleurs. Je vais l'appeler Delphi Bootcamp. Comme ça, au moins on est sûr qu'il n'y a pas d'anomalie par rapport à un truc que vous voyez déjà. J'ai utilisé tpass.combine et tpass.getDocumentPass, donc il faut évidemment que je rajoute l'unité correspondante. Donc ça, je le fais après l'implémentation, parce que j'en ai pas besoin dans l'écran. Donc usisystem.ioutile. Ioutile, voilà.
Donc j'ai mon nom de fichier, il me manque un point virgule ici, c'est bon. Je modifie ma connexion pour le mettre dedans. Donc là, je vais pas m'embêter. J'ai carrément effacé les contenus des paramètres et rajouté les paires qui m'intéressent, donc f des connexions. C'est une autre façon de faire. Connexion.params.clear. Donc là, j'efface les paramètres et j'ai rajouté deux paires, celle du driver et puis celle de la base de données. Donc params.addPair. Et donc database, virgule, mon nom de fichier. Et la deuxième paire, donc hop, c'est le driver ID. Et c'était SQLite. Alors là, je les invente pas, hein. C'est bien ce que je dirais dans la connexion au niveau de l'éditeur de connexion sur le concepteur de fiches de Delphi. Mon driver, c'est bien SQLite et le nom du paramètre, c'est database. Je les avais aussi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le source. Décidément, il est bien planté sur ce coup-là aujourd'hui. Donc dans le source, si je fais un affiché voir comme texte, sur ma connexion, ici, j'ai bien database égale machin et driver ID égale quelque chose. Alors, je vais aussi rajouter le locking mode, tant que j'y suis, pour éviter de verrouiller la base si on travaille à plusieurs dessus, même si dans l'absolu, ça ne changera pas grand-chose. La valeur exclusive par défaut fonctionne très bien en temps normal. Donc je reviens sur ma connexion, ici. Donc c'est locking mode normal, je copie ça. Vous verrez, j'utilise quand même pas mal le clavier, plutôt que la souris, CTRL-D pour le reformatage. Et voilà, donc là j'ai modifié les paramètres de ma base, donc normalement ça passera correctement. Et donc je vais quand même stocker pour savoir si elle existait, pour faire la même chose pour la création automatique. Donc database existante, prend tfile.exist, de non fichier, et donc mon database existante, je le crée au niveau de mon data module dans la partie private, puisque j'en ai besoin moi, qu'il n'y a pas de raison qui que ce soit y accède, de point booléen. Alors là j'étais parti pour écrire var, c'est pas nécessaire dans les. Enfin, c'est pas nécessaire dans les objets. On les a avant de toute façon les propriétés, donc pas avant les méthodes, donc avant les procédures et les fonctions, donc on peut écrire directement la liste de variables et ensuite les informations. Là c'était bon, donc mon buffer connect il est bon. J'ai donc modifié ma connexion, j'ai modifié, enfin je teste si ma base existe, et donc je vais faire l'opération d'écriture derrière sur le after connect. Donc j'avais déjà quelque chose dans le after connect, c'était pour l'ouverture des tables. Je vais rajouter avant l'ouverture des tables les modifications. Donc if database existante, then, donc c'est if not, ou if database existante égale false. Then fdscript 1 que j'ai pas encore rajouté dans l'écran, exécute SQL de fdscript 1.SQL script de 0.SQL. Voilà, j'ai quand même rajouté le composant et puis le renseigner, ça fera pas de mal. Donc je rajoute mon tfdscript à l'écran, donc sur le module de données, je le rattache à ma connexion. C'est bon, il a fait par défaut, et dans les scripts, je vais rajouter mon script ici. Et donc je recopie la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire ma base, enfin, mon point SQL de création de la base. Alors sur le bootcamp que je vous ai indiqué, il y a aussi des exemples évidemment, et puis je vous montre comment on peut faire des mises à jour de la base de données comme ça. Donc là je ne vais pas mettre de nom parce que je m'en sers pas. Ça c'est bon. Si j'exécute ça, normalement, il pointe donc sur un autre nom de fichier et avec une autre base, donc on devrait avoir autre chose que ce qu'on a à l'écran. Ou des erreurs. Alors, execute SQL, c'est pas execute SQL, ça doit être execute script. Voilà. Hop. Execute SQL sans PHP sur PDO. Donc, nous avons bien une base vide,
puisque je pointe sur une nouvelle base. Alors que dans Delphi, puisque ma base était en dur dans l'écran, j'ai bien les données que j'avais saisies hier sur le même fichier. Et donc tant qu'à faire, on va faire les choses un peu plus proprement. C'est que là, si je suis en debug ou en release, je pointe sur la même base. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, parce que si je fais des modifications ou j'efface ma base pour une raison ou pour une autre, bah, ça va poser des problèmes sur une base de prod. Donc pour être tranquille, ce que je fais systématiquement et ce que je vous recommande vivement, hop, ifdef, de $ifdef d'ailleurs, c'est mieux, debug, ça, que j'ai effacé, donc CTRL-V, $else, hop, je recopie la même chose, et ndif. En debug, je rajoute systématiquement -debug ou un autre chemin d'accès pour stocker mes fichiers. Comme ça, je suis sûr à 100% que à aucun moment en production ou quand je fais des tests, je ne vais toucher les mêmes données que celles qui seraient réellement utilisées. Donc là, grâce à ça, en fait, si vous travaillez sur un programme en développement sur votre poste et que vous l'utilisez aussi à titre personnel ou pro, quand vous ferez du travail dessus, vous n'avez à aucun moment vous n'irez modifier les données de votre prod. Donc vous risquez pas de planter vos données avec ça. Donc là, je vais avoir deux fichiers qui vont se créer. Donc là, si je suis en debug, je crée des informations, et puis pareil sur l'autre, et vous verrez qu'il y a bien deux trucs différents. Donc table, auteur, j'en crée un. Auteur, debug. Fermé. Là, je passe en release pour la compile. Et normalement, ma base sera vide, puisqu'elle sera sur un autre fichier, celui que j'ai créé tout à l'heure. Voilà. Et donc, sur mon disque dur, j'ai bien deux fichiers. Un qui servira en prod et un qui servirait au débugage, ou en tout cas au développement. Évidemment, vous pouvez conditionner entièrement la connexion. Donc, ces paramètres-là, ici, vous pouvez les modifier en fonction de la connexion, enfin du type de compilation, il n'y a aucun problème. Par conséquent, vous pouvez aussi vous connecter physiquement à un moteur de base de données qui n'est pas le même, que vous soyez en train de travailler, donc par exemple un moteur local, ou en train de diffuser votre programme, par exemple un moteur de base de données sur Internet ou sur un serveur dans votre entreprise si vous êtes en entreprise. Donc pensez à ces trucs-là, c'est hyper pratique et ça permet d'éviter les erreurs. Juste pour faire un petit comparatif, on m'avait posé la question la première semaine de savoir à quoi correspondaient debug et release, donc j'espère que là cette fois-ci vous aurez un petit peu mieux, vous aurez au moins un peu plus compris l'intérêt. Il y en a un autre, c'est que quand je suis dans mon dossier, alors en configuration par défaut, j'ai un dossier, dans mon dossier de projet, j'ai un dossier par système d'exploitation, donc là en l'occurrence Windows 32, j'aurais pu rajouter Windows 64, hein. Donc là ici, clic droit, ajouter une plateforme, choisir Windows 64, et puis à l'intérieur du programme, je pourrais tester si MS Win32 ou non, si Win32 ou Win64 existe, à ce moment-là, faire quelque chose dans la compilation, puisque ça diffère. Parce que Delphi nous rajoute des directives de compilation pour chaque compilateur. Et donc là, en l'occurrence, j'ai mon Win32, et dedans, j'ai un dossier debug et un dossier release. Dans mon dossier debug, j'ai mon exécutable de débugage, donc qui fait 20 mégas. Il pointe bien sur la base de debug quand je l'exécute. Et dans mon release, j'ai mon programme exécutable pour la prod qui fait 5 mégas, donc il gagne 15 MB en termes d'espace et qui pointe bien sur l'autre base. Donc c'est bien celui-ci, celui qui est en release, que vous devez distribuer. Surtout pas l'autre. Enfin, pour des raisons de place, ce qui rajoute plein de choses pour pouvoir débugger, et aussi parce que comme ça vous permet d'avoir un truc propre, un sur lequel vous faites les compilations quand vous avez besoin de distribuer quelque chose, et puis l'autre sur lequel vous travaillez en temps normal. En temps normal ou en tout cas en termes de développement. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce que vous avez des questions? Là, normalement, celui-là, c'est bon, c'est plié. J'ai fait tout ce que je voulais dessus, donc je vous redonne les sources après sur GitHub comme pour les autres, et puis vous aurez un exécutable aussi
si vous voulez juste l'utiliser comme ça, ponctuellement. Alors apparemment, pas de questions. Ok. Donc dans ce cas-là, je vais passer à la suite. La suite étant encore un composant FireDAC qui s'appelle TFD Local SQL, qui permet de faire des requêtes entre plusieurs bases de données différentes, ce qui est normalement pas possible en SQL, et sur des ensembles de données en mémoire. Et on aura fini avec tout ce qui était FireDAC par rapport à ce que je voulais vous montrer. Donc on s'en servira ensuite dans les jours suivants, mais on reviendra pas sur de nouveaux composants. Donc on aura vu le TFD connexion, TFD table et TFD query pour faire des requêtes directement, TFD mtable pour les tables en mémoire, le TFD script aujourd'hui, et puis le TFD local SQL au cas où, pour plus tard. Donc faire des requêtes SQL où on ne peut pas en faire, c'est un peu le principe de ce composant-là. Je vais faire des mélanges entre bases de données qui ne sont pas sur le même moteur de base de données, au même endroit, ou entre tables qui ne sont pas forcément sur la même base, ce que ne permet pas SQL. Donc c'est un usage plutôt avancé que je vous propose en parlant de ce composant-là, mais autant l'aborder pour les plus chevronnés qui suivent ce bootcamp, parce que évidemment, pour les petits programmes qu'on fait chez soi, il y a peu de chances qu'ils servent à grand-chose. Ou alors si si vous utilisez un TFD Memtable et que vous voulez faire des affichages triés dessus, des sélections, c'est plus pratique de le faire en SQL. Donc là, vous pourrez le faire comme ça. Sinon, c'est par programmation que ça se ferait à l'affichage. Euh, mais bon, en fait, on s'en sert surtout quand on a plusieurs bases de données sur lesquelles on travaille. Donc, en général, quand on travaille sur des projets plutôt professionnels que perso. Mais ça ne vous empêchera pas de le connaître. Donc, le TFD Memtable correspond plus ou moins au TFD Table, à la différence qu'il qu'il gère tout en mémoire et donc on ne peut pas travailler dessus avec une base de données. Contrairement au TFD Table ou TFD Query qui pointent sur une base de données et qui donc peuvent travailler conjointement avec d'autres tables de la base. On ne peut pas faire de requête SQL sur un TFD Memtable en standard. Sur le TFD Table non plus, c'est Delphi qui le gère, il faut utiliser un TFD Query si on veut faire des requêtes, enfin, d'une manière générale. Comme certains ensembles de composants, FireDAC permet de... Oui, comme certains ensembles de composants, FireDAC permet de faire des requêtes entre des tables de plusieurs bases de données, et ce n'est pas forcément un usage courant, mais ça peut servir quand on a une base locale et une base client-serveur pour faire des échanges d'informations, des sélections et éventuellement de la synchro. Pour cela, on utilise un TFD local SQL. Comme vous le verrez en consultant la documentation ou les exemples concernant TFD local SQL, ce composant permet de déclarer des ensembles de données distants sur une connexion existante. Ce que j'entends par distance, c'est tout simplement des ensembles de données qui ne feraient pas partie de la base de données sur laquelle on travaille. Et pour fonctionner, il a besoin d'un TFD connexion qui sera rattaché à un driver SQLite vide, sans base. Parce qu'en fait, en interne, FireDAC se sert d'un driver local de SQLite pour faire des opérations qui ne seraient pas disponibles sur les différents moteurs de base existants. On déclare les ensembles de données que l'on veut utiliser sur le TFD local SQL. Je vais vous montrer comment. Et puis ensuite, on peut l'utiliser à travers un TFD query par des requêtes SQL classiques. Alors, démonstration. Et on en finira avec ça pour aujourd'hui. Ici, ou alors on attaquera les cadres, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Donc je vous fais un exemple avec, pareil, une application VCL classique. Donc application VCL classique, je rajoute un module de données, ou oui, au bon endroit ce serait plus facile, donc dans le gestionnaire des projets, comme d'hab, ajouter nouveau autre, fichier individuel, module de données, ok. Voilà, donc sur mon module de données, je vais mettre deux composants de base, non, un composant de table en mémoire, et je vais rajouter une connexion qui existait en exemple. Dans FireDAC SQLite, par exemple, il est là. Dans les démos, je vais rajouter la table employée, par exemple, ici. Donc, sur l'une des démos qui existent dans Delphi, j'active la connexion, et j'active aussi la table. Dans la table employée, on avait des champs. Je vais le faire par là. Non. Je vais le faire par l'éditeur de champs. Je vais rajouter 2-3 champs.
Donc je les prends tous et j'en efface un certain nombre. Donc je garde l'employé ID, last name, first name, je les garde. Et la date de naissance, par exemple, j'efface le reste. Hop. Bon, éventuellement la ville, ça fera pas de mal. Voilà. Dans ma table, ici, je vais juste vérifier un truc, là c'est bon. Dans ma table en mémoire, je vais rajouter la ville. Donc éditeur de champ, je vais dire ville, sur un nouveau champ qui sera un string. Par défaut, la table ne contiendra rien. Donc on va laisser comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les employés de la ville qu'on aura saisi dans la table, qu'on aura choisi dans la table. Donc je vais faire du maître détail entre un truc qui sera géré en mémoire et puis un truc qui vient d'une base de données. Donc pour ça, on l'a vu hier, hein, on joue avec les data sources. Donc là, mon même table, on va lui mettre un T data source dessus. T data source. Voilà. Donc je le rattache à mon FD même table comme dataset. Et dans ma table employée, je vais utiliser les champs master. Alors master source, ce sera mon data source 1, et master field, ce sera la ville, qui est le seul champ que j'ai dans mon ensemble de données de départ. Et ensuite, dans mon champ local pour la comparaison, ce sera le champ city, qui doit correspondre au champ ville de ma table en mémoire. Et à l'écran, je vais rajouter deux grilles et puis faire un déplacement entre les deux. Donc TDB grid, hop, avec un que je positionne en top, avec un TDB navigator que je positionne en top, et pareil, une deuxième grille qui sera les employés. Je positionne en top aussi. Alors par contre, ici c'est foutu avant le DB grid, voilà, pardon, en client, pour le deuxième, pour prendre tout l'espace qui reste. Je vais utiliser l'unité du module de données dans mon programme, donc Alt F11. J'en ai besoin d'interface pour le concepteur. Je pense qu'à force de le dire, vous l'aurez compris. Ici, je vais donc sur mes deux premiers, je vais me rattacher au data source de la ville, donc le data source 1, que j'ai quand même rebaptisé, ce sera quand même plus propre. Donc le data source 1, je vais le rebaptiser en data source même table. Et je vais rajouter un deuxième data source pour la table employée pour pouvoir y accéder depuis l'écran. Donc les data source. Ici, il s'appellera DS SQLite. Et il viendra de ma table employée. Donc là c'est bon. Les deux premiers sont rattachés au même table, le deuxième va se rattacher à l'employé, donc à SQLite. Donc là, j'ai rien dans le premier, puisque la table est vide, hein. Et par contre, j'ai des enregistrements par défaut. Donc si j'exécute, on va voir ce qui se passe. Déjà, je vais l'enregistrer. Ici, donc on était sur le 12, fd local SQL. Et je vais dire exemple 1. Donc là, j'ai rien, il ne se passe pas grand-chose, puisque j'ai rien en haut, il m'affiche tout le reste. Je ferme. Je vais remplir ma table en haut avec la liste des villes que je trouve dans celle de la base de données. Donc si je fais un F12, je vais le faire au niveau de la création du data module, ici. Pardon, au niveau de l'ouverture de la table employée, parce que sinon ça sert à rien. Quand ma table employée s'ouvre, donc after open, ici, j'ai les informations, donc je peux les parcourir pour remplir la table en mémoire. Donc ce que je vais faire, c'est un SQL dessus. Non, une boucle, tout simplement, employé. Employé table.first. Hop, je copie ça, on va le retaper.
Oui, voilà. While not ça.endofile. Donc jusqu'à ce qu'on soit pas à la fin du fichier, on fait un begin, le end se rajoute, je fais un next à l'intérieur, on est tranquille, et donc ce truc-là, je le rajoute à ma table en mémoire, donc fdmemtable.insert, fdmemtable.post, et donc mon fdmemtable un point field by name de ville, string, rang employé table, field by name de city, qui doit être écrit avec une majuscule sur le C si je me souviens bien. Je peux vérifier tout de suite d'ailleurs. En regardant dans l'explorateur de base de données, oui, j'ai bien city écrit en majuscule. Un coup de CTRL D, on va voir ce qui se passe. Normalement, il devrait y avoir autant de villes que d'enregistrements dans la seconde liste, puisque j'ai pas vérifié qu'il y avait une unicité entre les deux. Je devrais être positionné sur le dernier de la liste. Et ben non, impossible d'effectuer sur un enregistrement, enfin sur des données vides. Oui, c'est un peu logique. J'ai un peu oublié d'ouvrir le module de données, pas le module de données, la table en mémoire. Donc ça, je vais le faire ici. If not fdmemtable.active. Parce que je ne l'ai pas fait dans le concepteur, donc forcément elle ne l'est pas. À l'exécution, zen open. Alors je me retrouve avec plus rien en bas, et en haut j'ai plus rien non plus. Parce que forcément, ce qui s'est passé, c'est qu'en ouvrant la table en mémoire, Delphi a fait le chaînage du maître détail, et du coup, comme j'ai aucune ville sélectionnée en haut, j'en ai aucune en bas, donc ma sélection en dessous elle ne fonctionne pas. Donc on ne peut pas travailler comme ça. Du coup, on va faire autrement. Fichier tout fermé. Je recrée un projet. Là, je vais le faire tout dans l'écran, donc je veux une tfdmemtable. Non, je vais le faire à partir de deux bases. Ici, si, fdmemtable, je vais faire la même chose. Donc une table en mémoire avec un seul champ qui sera la ville. Ajouter nouveau. Voilà. Je récupère les employés pareil de la base de test ici. Hop là, j'ouvre donc la connexion. J'ouvre la table employée. Et je vais ouvrir aussi ma table en mémoire. Je vais prérenseigner le contenu de ma table en mémoire une bonne fois pour toutes, directement depuis Delphi, en faisant une requête dessus. Alors, je vais le faire par programmation, enfin à la main, fdquery. Dans mon query, je vais faire un rattachement à ma connexion en cours, donc le connexion. Connexion, on est bien sur la base de données des employés. Donc, clic droit, éditeur de requête, select city from employé, et je vais faire un select distinct. City from employé, normalement il devrait me sortir qu'une seule fois chaque ville. Group by, ce serait bien aussi. Pardon. C'est select city. Alors si j'exécute ça tel quel, je peux avoir plusieurs fois la même ville. Employé n'existe pas. Avec un S, employé pour le nom de la table, voilà. Donc là, je peux avoir plusieurs fois Londres, par exemple, parce que j'ai X fois la ville. Donc je vais faire un group by city pour n'en avoir qu'un seul exemplaire. Je valide cette requête-là. Mon fdmemtable qui est vide, je vais lui dire d'aller récupérer les informations à partir de notre ensemble de données. Je veux récupérer les données qui sont dans le fdquery 1. Il n'y a pas de champ ville, pas de bol.
Je vais rebaptiser ça ici, l'éditeur de requête, city as ville, et vous allez voir la colonne a changé de nom, elle s'appellera désormais ville. Dans ma FDMM table, affecter l'ensemble de données, je récupère ce query que je viens de créer. Qu'est-ce qu'il me fait? Éditeur de champ, on va les ajouter, voilà. Je disais donc affecter, query, ok. On va y arriver. J'active mon query. C'était à cause de ça. Donc j'affecte les données, il va copier les données en mémoire, hein, une bonne fois pour toutes. Voilà, et donc si je vais sur le contenu de ma base, en mémoire, modifier l'ensemble de données, j'ai bien des villes dans ma colonne. Donc je peux effacer mon query qui m'a servi juste à ça. Hop. Et dans mon concepteur de fiche, enfin dans ma fiche, en fait, si je vais voir le source, puisque l'ensemble de données est renseigné en mémoire, j'ai bien des données dedans. Donc là, le contents, hein, qui est chiffré, enfin, qui est codé, il correspond bien au même table qui a des données. Donc là, ça permet de récupérer des informations quand on est en concepteur pour pré-renseigner un certain nombre de choses. Et hop là, donc je retourne sur le source, voir comme enfin sur l'écran, voir comme fiche. Voilà, donc j'ai enregistré cet exemple 2. Ici, donc, on est là, donc on est ici, exemple 2, et je vais faire un TFD local SQL pour faire une sélection. Voilà, tel quel, ça ne servira pas à grand chose, mais on va le faire quand même. Donc, ici, je rajoute un TFD local. J'ai dit qu'il avait besoin d'avoir une base de données qui soit rattachée à SQLite. Alors, il se trouve que celle que j'utilise actuellement, elle en a un, donc je peux utiliser la même. Sinon, il me faut un TFD connexion avec juste le driver SQLite renseigné dessus. Dans mon FD local SQL, j'ai une propriété qui s'appelle dataset, et je vais lui déclarer ici les différentes tables, ou en tout cas les ensembles de données que je veux, enfin, sur lesquelles je veux pouvoir travailler. Donc là, en l'occurrence, je vais rajouter juste le FDMemTable. Je vais l'appeler table en mémoire. Voilà. CTRL-C. Et je referme. Maintenant, dans ma connexion, j'ai un truc qui s'appelle table en mémoire. Je vais sur l'éditeur de connexion. Je peux faire un script, select étoile, comme table en mémoire, et ça doit me ressortir les villes. Oui, alors une fois de plus, j'ai fait OK au lieu de l'exécuter. Donc select étoile from table en mémoire. Voilà. Alors il me dit qu'il y a une erreur parce qu'il la trouve pas là. Elle est bonne. Oui, donc je vais faire le script. Connexion, on est bon. Mais il ne le gère peut-être pas sur le concepteur, donc c'est pas grave, j'ai rajouté un query. Et FD query. Ici, donc le query, je vais le rattacher à la connexion SQLite. Et sa requête, ce sera ma sélection select étoile from table en mémoire. OK. Si je rajoute une grille, un data source, donc le data source pointe sur le query, la grille pointe sur le data source, je la mets en plein écran, et j'exécute. Je devrais avoir la liste des villes qui vient du même table, mais exécutée sous forme de SQL depuis l'autre connexion. Et ça passe pas, parce que j'ai oublié de l'ouvrir, évidemment. Activer, oui. Alors à l'exécution, ça fonctionnera, parce que là, je ne l'ai pas ici, donc fiche. On create sur la fiche. Je vais activer le query. Donc c'était fd query. Ici, point open. Et je réexécute.
je dois me retrouver avec ce qu'il faut, donc il n'en veut pas. Mince. Ok, donc j'ai rajouté une deuxième connexion, il n'a pas envie de le faire comme ça. Normalement, ça devait passer. J'ai dû zapper un truc sur les propriétés, c'est pas grave. Donc local SQL, je rajoute une autre connexion. Donc ce sera la connexion locale. Mon local SQL va pointer sur la deuxième, ici. Ma deuxième pointe sur un driver qui sera SQLite. Et mon query pointe sur la connexion 1. Voilà. Est-ce que ça passe comme ça si je l'exécute ici? Oui. Non. Ok. Ça non. À l'exécution réelle. Qu'est-ce que j'ai zappé? Table en mémoire ne s'appellerait pas table en mémoire sur local SQL. Table en mémoire, oui, c'est bien ça. Est-ce qu'elle n'est pas ouverte peut-être? Active, oui. Ça c'est bon, ici c'est bon. Sur ma fiche, je ne vais pas faire sur le create, mais sur le show. Tous. Alors, le show de la fiche. Ouverture du query. F9. Il y a un truc qui coince, j'ai oublié d'activer la connexion, la deuxième. Ou pas, ici. Elle est connectée, le local SQL, il n'y a pas la notion. Ah bah si, forcément. Alors, hop, si je l'active pas, ça risque pas de marcher. Voilà. Donc, on va remettre le local SQL sur la connexion de l'autre, histoire de rattacher qu'une seule. Le query, on le refait sur la même que l'autre. Et normalement, il doit pouvoir s'exécuter maintenant puisque j'ai activé la connexion. Voilà, donc ça, celle-ci, ça sert à rien. C'était juste ça. Bien. On se le refait. Donc, je rajoute un FD local SQL que je rattache à une connexion sur SQLite, soit que je la rattache vide, soit sur une connexion SQLite existante. Mon local SQL, je n'oublie donc pas de l'activer, parce que j'avais zappé. J'ai défini les différents datasets. Donc là, en l'occurrence, j'ai rattaché ma table en mémoire que j'ai appelée table en mémoire. Et dans ma connexion, je me retrouve avec un truc qui s'appelle table en mémoire qui pointe physiquement sur mon ensemble de données en mémoire. Du coup, je peux faire une requête SQL sur mon ensemble de données, enfin, sur ma connexion qui vient en fait de la table des connexions de démo, avec ma connexion table en mémoire. J'espère que c'est clair pour vous, malgré mon petit cafouillage. Donc maintenant que j'ai ma requête SQL qui m'affiche les villes, en fait, je vais afficher les villes et les employés qui sont sur la même ville. Donc je vais faire un deuxième query, histoire que vous ayez le premier aussi. Je vais faire une requête conjointe, donc sur mon query 2, clic droit et éditeur de requête. Je vais sélectionner les employés avec leurs propriétés, enfin leur first name, virgule, last name, donc nom, prénom, hein, enfin prénom ou nom, et la ville, from employé, virgule, donc table en mémoire, where, table. Alors, je vais donner un nom à chaque, hein, E et T. Alors, where e.city égale t.ville. Vous la mettre correctement, from, pas correctement pour que ce soit plus visible. Where.
order by, et donc en tri, je vais faire un tri par rapport à la ville, p.ville, en ordre décroissant. Et je vais rajouter le nom-prénom de l'employé en ordre décroissant, enfin en ordre croissant dedans. Donc là, c'est du SQL, hein. Reportez-vous à la doc du langage SQL. First name, last name en croissant, c'est normal. Donc ça, si je copie, histoire d'être tranquille, je l'exécute, je devrais avoir quelque chose qui apparaît correctement, je valide. Je peux aller l'ouvrir aussi dans mon écran. Alors je vais le faire à l'écran, enfin j'ai enlevé celui-là maintenant que ça marche. CTRL S, F12. Je vais l'activer au niveau de l'écran directement du concepteur de fiches. Dans ma grille, je vais en rajouter une deuxième, DB grid. Hop, par-dessus, peu importe. Cette deuxième grille-là pointera sur un deuxième T-data source qui sera lui-même sur le query 2. Donc ma grille ici, elle correspond au data source 2. J'exécute, j'ai oublié d'activer un truc, ça c'est bon. Alors, data source, on est bon, le data source lui-même pointe sur le query 2. Voilà. Alors ça peut être un peu compliqué hein, pour vous, c'est pas forcément clair, mais en tout cas ça permet de faire pas mal de choses. Donc là, la grille en dessous, c'est donc la liste des villes telles qu'elles apparaissent dans la table en mémoire, donc non triées, puisque c'est l'ordre que j'ai récupéré, quoique non trié, en fait c'est trié par ordre alphabétique, puisqu'apparemment la requête que j'ai faite tout à l'heure a dû les récupérer dans le bon sens. Elle doit être triée comme ça dans l'écran, enfin dans la base de test. Ensuite, dans la deuxième grille, celle qui est au milieu ici, j'ai les villes dans l'ordre décroissant, qui viennent de la table employée, mais qui en fait sont celles qu'on a récupérées dans la table ville en les triant en ordre décroissant d'après la requête que j'ai écrite. Et après, j'ai le nom, prénom de chaque utilisateur dans l'ordre alphabétique, prénom, nom. Donc Anne devant Michel, enfin Michael, qui est devant Robert, qui est devant Steven pour Londres, et ainsi de suite. Donc là, tel que j'ai travaillé, j'ai une requête SQL qui m'affiche le contenu d'une table en mémoire, alors que la table en mémoire ne permet pas de faire de requête, et une requête qui permet de mélanger une table en mémoire avec une autre base. Donc le local FD, enfin le FD local SQL permet de déclarer des tables, enfin des ensembles de données sur une connexion, alors que cette connexion ne les a pas normalement. Et on peut tout faire derrière pour les mélanges. Donc on peut avoir une base de données distante et une base de données locale, faire des mélanges entre les deux, localement sur notre ordinateur. Derrière, Delphi, et en l'occurrence FireDAC, gère tout ce qui est cache et réplication d'informations quand il y a besoin de faire des requêtes dedans. Évidemment, les mises à jour sur ces ensembles-là ne sont pas faisables, puisqu'on ne peut pas faire de mise à jour propre sur des ensembles composés avec plusieurs tables différentes. Mais normalement, on ne devrait pas pouvoir. Voilà pour ça. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si on met getOnPass, on se sauve la base. Alors, question concernant les directives, enfin les getOnPass, getDocument et ainsi de suite. Je vais revenir dessus. Bon, je vais le faire ici. Projet enregistré, c'est bon. Donc, si je rajoute uses system.ioutile, je vais aller dedans. Donc, CTRL-clic pour aller dans un source. Ici, j'ai getDocumentPass et je fais F1. Je pourrais aussi aller directement dans la doc si je veux. Et donc, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de chemins qui sont définis au niveau de la doc, avec la description, alors le nom de l'emplacement, tel qu'il est défini par Windows ou par les autres systèmes d'exploitation, et puis le fichier physique dans lequel c'est stocké à côté. Donc, je vais remettre le lien, puisque je peux accéder à la page wiki en cours et donc à la version en ligne de la doc. Et je vais vous remettre le lien dans la colonne de commentaires, ici. Sachant qu'on y reviendra hein, pour regarder un petit peu ce qui se passe dans tes files, tes passes, tes directories. Donc en gros, ce qu'il y a dans le ioutile. On va y revenir dans quelques jours, parce qu'il y a d'autres fonctions qui peuvent être très intéressantes pour ouvrir et fermer des fichiers, ce qu'on n'a pas encore fait directement. Puisque jusque-là, je vous ai montré comment stocker des informations dans une base en mémoire ou base physique.
Il y a aussi évidemment le stockage sous forme de fichier classique et on y met ce qu'on veut derrière. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les bases de données ou est-ce qu'on peut considérer que le sujet est clôturé et que vous manipulerez tous sans aucune difficulté derrière pour vos propres projets et éventuellement des projets professionnels? Bon, petite journée en termes de questions, quand même. Dans ADO, il y avait moyen de faire un sort sur un dataset, mais la propriété sort a disparu avec FireDAC. Oui, parce qu'en fait, je dis oui, mais c'est pas sûr à 100% d'ailleurs, faut que je vérifie un truc. FireDAC travaille essentiellement en SQL, et donc à nous de faire le nécessaire derrière pour travailler dessus. Les datasets, sur les mêmes tables, on n'a pas le... Il est où? Ici. On n'avait pas de tree normalement dessus. Enfin, on peut définir effectivement un index. Donc il fait le tri directement. Et pareil sur les tables, on a aussi l'index qu'on peut définir au niveau de l'écran. Donc il fera la requête qui permet de les afficher. Mais effectivement, la propriété sort n'existe pas sur les ensembles de données FireDAC. Sur ADO, c'était un peu différent, c'est que c'était mappé sur les propriétés des composants ADO, enfin les trucs qui viennent de Windows. Et donc les noms de propriétés correspondaient plus ou moins à ce qu'il y a derrière. Là, comme on n'est plus sur les API, mais quelque chose de plus cohérent, pas plus abstrait, on n'a pas ce problème-là, donc on repart sur du SQL pur avec des notions d'index, de vue et de sélection à droite à gauche des informations, notamment avec le filter. Donc pas de sorte dessus, mais on peut mettre n'importe quoi dans l'index. Donc ici, field name. Hop, si je veux, alors sur l'ensemble de données ici, c'est pas intéressant. Sur la table ici, je peux faire un index. Hop, donc en mettant city, ça et ça par exemple. Et donc il retrierait l'ensemble au moment de l'ouverture. D'autres questions, c'est bon? Alors, accès sur les bases de données distantes, écran de connexion sécurisé, accès bases de données, login, mot de passe et persistance de connexion. Ça se gère au niveau de la connexion elle-même. Donc le login password, alors si j'ai créé un projet vierge, hein, histoire de ne pas trop pourrir celui-ci. Ici, donc ça se ferme, nouvelle application. Donc là, j'ai travaillé en local sur du SQLite et j'ai pas mis de mot de passe. Donc j'ai systématiquement rien mis dans les paramètres et ici, j'ai retiré le login prompt. Par contre, au niveau de la connexion, vous avez la possibilité de rajouter une fenêtre de dialogue qui serait un login que vous pouvez personnaliser. Vous en avez une qui est par défaut, vous pouvez partir de celle-ci. Et vous avez aussi la fenêtre de dialogue standard d'ouverture de connexion. Donc là, si je lance le programme, normalement, non, je vais juste l'activer. Oui, je vais mettre un driver, sinon il va nous embêter. Driver name. Pareil, je vais remettre du SQLite. Si j'active, il m'ouvre normalement une fenêtre de demande de mot de passe. Donc là, parce que je suis sur du SQLite, il ne me demande pas plusieurs mots de passe, enfin le user et le password. Si je me mets sur du MySQL par exemple, est-ce que ça va passer? Là, il me demande bien un user password, enfin le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc en fonction du driver de base de données, il me demande les bonnes infos par défaut. Et on peut évidemment les spécifier, oui, au niveau de la connexion et donc par programmation derrière si on a envie. Donc là, j'étais sur la connexion, éditeur. Et donc là, en fonction du driver, il nous affiche les bons champs, donc à nous de les remplir par programmation ou directement dans le concepteur. Alors, je ne recommande pas de le faire dans le concepteur si ce sont des mots de passe de prod, parce que si on fournit le source à quelqu'un, il voit les mots de passe. Et puis pareil, par code, si vous les mettez dans le source, même chose, hein, si vous transmettez votre source à quelqu'un, il verra les mots de passe. Donc stockez-les plutôt dans un fichier de configuration qui sera chiffré. Vous avez des composants de chiffrement qui sont dans Delphi, enfin de signatures qui sont dans Delphi et de chiffrement que vous pouvez trouver chez TMS Software ou d'autres en open source, suivant les algorithmes. Donc n'hésitez pas à vous en servir pour
faire en sorte que vos mots de passe ne soient pas accessibles en clair systématiquement. Et dans Delphi, dans les sources, ne mettez que des mots de passe qui vous servent en test ou en développement. Mais en tout cas, par défaut, il gère tout seul la connexion, et puis on a aussi un événement onLogin normalement, si je ne me trompe pas, before connect. De toute façon, sur le before connect, on peut demander les paramètres de connexion, et puis il y a le onLogin qui se déclenche quand on fait une demande d'ouverture de fenêtre de dialogue. Donc, allez voir la doc pour avoir des exemples, et vous pourrez contourner les fenêtres standards. Imaginons un système de synchro entre une base de données distante et une locale. Comment gère-t-on la transaction commit rollback pour conserver un ensemble cohérent? Alors, les commits et rollbacks sont gérés sous forme de transactions dans Delphi. Donc, on a un composant transaction dans FireDAC. TF des transactions, ici. Et donc là, pareil, allez voir sa doc. D'une manière générale, vous avez la possibilité sur ce composant-là, il se rattache à une connexion, hein, par défaut, et vous ouvrez une transaction, vous la fermez directement sur ce composant-là, et ensuite toutes les instructions qui sont faites entre le commit et le rollback, enfin, entre le début de la transaction et le commit rollback ou la fin de la transaction sont prises en compte. Et derrière, il fait des mises à jour sous forme de lot. Quand on est sur le commit, en attendant, il fait des mises à jour en cache. Enfin, selon les paramétrages qu'on met sur la connexion, puisque ça peut aussi se modifier au niveau de la connexion. Si on veut gérer des user passwords soi-même, en fait, on désactive la demande de user password au niveau de la connexion à la base. Et une fois que la base est ouverte, on fait une ouverture de fenêtre de connexion, ou quand on en a besoin, on fait d'autres demandes de user password avec nos propres écrans qui permettent de le gérer. Par contre, l'accès à la base de données devra être quand même sécurisé, donc avec un user password en dur par exemple, et derrière, l'accès à l'application se fera en fonction des données qu'on a mis dedans. Mais là, on peut le gérer tout à fait, tout simplement par nous-mêmes. Puisque de toute façon, pour accéder à une table qui contiendrait les user passwords, il faut que la base soit connectée. Donc la connexion à la base elle-même doit se faire automatiquement. Et puis ensuite, vous avez votre gestion de droit interne en fonction de ce que vous faites. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Demain, on attaquera avec les cadres. Je parlerai procédure, fonction et méthode, paramètres aussi de procédure, fonction et ainsi de suite. Enfin, tout ce qui va avec les procédures et fonctions. Et nous enchaînerons avec quelques notions de POO, donc de programmation orientée objet. Et après, on attaquera la manipulation des fichiers, donc tout ce qui est dans le système util pour la manipulation de fichiers texte ou de fichiers binaires. Et on pourra attaquer la semaine d'après avec FireMonkey. Donc là, normalement, on a vu tout ce que je voulais vous montrer sur la VCL et tout ce que je voulais vous montrer sur FireDAC. Donc là encore, faites un tour sur la doc s'il y a des choses qui vous posent problème. N'hésitez pas à me poser des questions, en tout cas les préparer pour demain. Ceci étant dit, vous aurez la rediffusion de la session d'aujourd'hui comme les précédentes sur vassure.fr/Delphi Bootcamp dans les heures qui viennent, ou dans la soirée, suivant le temps que ça prend pour encoder et la transmettre. Si vous discutez du bootcamp, de la formation sur apprendre la programmation avec Delphi, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, idéalement en utilisant le hashtag Delphi Bootcamp, ce qui me permettra de voir ce que vous dites et puis éventuellement d'y répondre s'il y a besoin. Et du coup, on se retrouve demain à 10h aussi en ligne. Et sur la même adresse, donc vous aurez aussi une notification comme d'habitude. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à demain.